Edward Theodore Gain est né le 27 août 1906 dans le comté de La Crosse, dans le Wisconsin. Ce coin reculé des États-Unis, avec ses vastes étendues de terres agricoles et ses petites communautés, semblait paisible en surface. Mais pour Edward, il était le théâtre d'une enfance troublée. Son enfance fut loin d'être ordinaire. La maison familiale, bien que modeste, était le centre d'un monde de souffrance et de contrôle. Son père, George, était un alcoolique qui luttait pour garder un emploi. Sa dépendance à l'alcool le rendait souvent absent, tant physiquement qu'émotionnellement. Sa mère, Augusta, était une femme autoritaire et profondément religieuse, qui instillait la peur et la culpabilité chez ses enfants. Elle voyait le monde extérieur comme un lieu de péché et de corruption. Edward, avec son frère aîné Henry, a grandi dans un foyer marqué par la pauvreté et la dysfonction. Les deux garçons étaient souvent laissés à eux-mêmes, sans amis ni soutien extérieur. L'influence d'Augusta était particulièrement forte, car elle pensait que le monde extérieur était rempli de péchés et de tentations. Elle utilisait la religion comme un outil de contrôle, prêchant constamment sur les dangers du monde extérieur. Elle a inculqué à ses fils une peur maladive des femmes et du sexe, déformant leur perception de la normalité. Les garçons grandissaient avec une vision du monde profondément biaisée et effrayante. L'enfance d'Edward a été marquée par l'isolement et la maladresse sociale. Il n'avait pas d'amis et passait la plupart de son temps seul, plongé dans ses pensées. Il était victime d'intimidation à l'école en raison de son comportement étrange et de ses manières bizarres. Les autres enfants le trouvaient bizarre et le rejetaient. Son seul réconfort était sa mère qui, malgré sa dureté, lui procurait un sentiment de sécurité. Elle était la seule personne en qui il pouvait avoir confiance, même si cette confiance était teintée de peur. Cependant, l'amour d'Augusta avait un prix. Elle rappelait constamment à Edward son inutilité et sa dépendance envers elle, l'isolant davantage du monde extérieur. Elle rappelait constamment à Edward son inutilité et sa dépendance envers elle, l'isolant davantage du monde extérieur. Cette dynamique toxique a façonné la psyché d'Edward de manière irréversible. À mesure qu'Edward grandissait, son attachement à sa mère est devenu de plus en plus malsain, frisant l'obsession. Il ne pouvait imaginer une vie sans elle et ses enseignements. En 1940, la tragédie a frappé la famille Gain, lorsque George est décédé d'une insuffisance cardiaque. La mort de George a marqué un tournant dans la vie de la famille. Edward et Henry étaient dévastés, mais pour Edward, la perte était encore plus profonde. Il avait perdu son père, mais plus important encore, il avait perdu la seule autre personne qui pouvait potentiellement contester le contrôle absolu de sa mère sur sa vie. Il avait perdu son père, mais plus important encore, il avait perdu la seule autre personne qui pouvait potentiellement contester le contrôle absolu de sa mère sur sa vie. George disparut, Augusta resserra son emprise sur ses fils, les isolant davantage du monde extérieur. George disparut, Augusta resserra son emprise sur ses fils, les isolant davantage du monde extérieur. Elle leur a interdit de sortir avec des filles ou d'avoir des contacts avec des femmes, renforçant la vision déformée du monde qu'elle leur avait inculquée dès leur plus jeune âge. Elle leur a interdit de sortir avec des filles ou d'avoir des contacts avec des femmes, renforçant la vision déformée du monde qu'elle leur avait inculquée dès leur plus jeune âge. La mort de leur père a eu un impact profond sur Edward et Henry, mais leurs réactions ont été très différentes. La mort de leur père a eu un impact profond sur Edward et Henry, mais leurs réactions ont été très différentes. Tandis qu'Henry essayait de se libérer du contrôle de sa mère, Edward s'est replié sur lui-même, devenant encore plus renfermé et solitaire. Tandis qu'Henry essayait de se libérer du contrôle de sa mère, Edward s'est replié sur lui-même, devenant encore plus renfermé et solitaire. Il a trouvé du réconfort dans les souvenirs des enseignements de sa mère, s'accrochant à ses paroles comme seule source de réconfort et de conseil. Il a trouvé du réconfort dans les souvenirs des enseignements de sa mère, s'accrochant à ses paroles comme seule source de réconfort et de conseil. Il était loin de se douter que ses croyances tordues allèrent le mener sur un chemin sombre et terrifiant. Il était loin de se douter que ses croyances tordues allaient le mener sur un chemin sombre et terrifiant. Les graines de l'obscurité avaient été semées et le monde allait bientôt découvrir les terribles conséquences de cette enfance brisée. Après la mort de George, Edward et Henry ont occupé des petits boulots pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur mère vieillissante. Ils travaillaient dur, mais la perte de leur père avait laissé un vide immense dans leur vie. Alors qu'Henry semblait faire face à la perte et à l'isolement, l'état mental d'Edward s'est détérioré. Il était de plus en plus en proie à des pensées sombres et à une profonde tristesse.
Il est devenu de plus en plus renfermé, cherchant du réconfort dans ses intérêts macabres. Ses journées étaient remplies de solitude et de lectures morbides. Il a développé une fascination pour la mort, se plongeant dans des livres d'anatomie et des histoires horribles de décès et de démembrement. Ces lectures étaient pour lui une échappatoire à la réalité. Cette curiosité morbide, alimentée par son éducation déformée et son isolement, allait plus tard se manifester de manière horrible. L'isolement de la ferme ne faisait qu'amplifier ses obsessions. En 1944, une autre tragédie frappe la famille Gain lorsqu'un incendie se déclare sur leur propriété. Le feu ravagea une grande partie de la ferme, laissant des cicatrices indélébiles. Henry meurt dans des circonstances suspectes lors de l'incendie. Sa mort a été un choc pour la communauté et les rumeurs ont commencé à circuler. Bien que officiellement considéré comme un accident, certains spéculent qu'Edward aurait pu être impliqué. Les soupçons pesaient lourdement sur lui, mais rien n'a jamais été prouvé. Quelles que soient les circonstances, la mort d'Henry laisse Edward complètement seul avec sa mère. Il n'avait plus personne d'autre sur qui compter. Désormais, son seul compagnon était la femme qui avait déformé sa vision du monde et alimenté ses fantasmes les plus sombres. Leur relation était complexe et troublante. Avec Henry parti, Edward est devenu le seul gardien de sa mère. Il la chérissait, répondant à tous ses caprices et à tous ses besoins, même les plus insignifiants. Il la chérissait, répondant à tous ses caprices et à tous ses besoins. Chaque jour, il s'assurait qu'elle ne manque de rien, malgré ses propres tourments. Cependant, la santé d'Augusta a continué de décliner et, en décembre 1945, elle aussi est décédée. La perte de sa mère a été un coup dévastateur pour Edward. Edward était maintenant vraiment seul, à la dérive dans un monde qu'il n'avait jamais compris et dont il ne s'était jamais senti partie prenante. Il errait sans but, perdu dans ses pensées. La seule personne qui lui avait jamais témoigné de l'affection, aussi tordue soit-elle, était partie. Il n'avait plus personne pour le guider ou le réconforter. La perte le fit sombrer davantage dans la folie. Ses pensées devenaient de plus en plus obscures et troublantes. Il a scellé les pièces que sa mère utilisait, les laissant intactes comme un sanctuaire à sa mémoire. Ces pièces étaient pour lui un refuge, un lieu de souvenir. Le reste de la maison est tombé en ruine, reflétant l'état mental délabré d'Edward. Chaque coin de la ferme portait les marques de sa détresse. Il a continué à faire des petits boulots, mais il passait le plus clair de son temps seul, consumé par ses fascinations morbides et les fantômes de son passé. Ses journées étaient longues et solitaires. C'est à cette époque que l'intérêt d'Edward pour la mort et l'anatomie s'est transformé en quelque chose de bien plus sinistre. Ses obsessions allaient bientôt prendre une tournure terrifiante. Le 16 novembre 1957, Bernice Warden, propriétaire d'une quincaillerie, disparaît de sa boutique à Plainfield, dans le Wisconsin. Son fils, Frank, qui était également shérif adjoint de la ville, a trouvé des preuves suspectes pointant vers Ed Gain. Frank connaissait Gain pour ses petits boulots en ville et se souvenait l'avoir vu au magasin le jour de la disparition de Bernice. Armés de ce soupçon, Frank Warden et le shérif local ont obtenu un mandat de perquisition pour la propriété Gain, inconscients des horreurs qui les attendaient. Alors que la nuit tombait, les policiers se sont approchés de la ferme délabrée avec un sentiment de malaise. La propriété était étrangement silencieuse et une odeur nauséabonde flottait dans l'air. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison, ils ont été accueillis par une scène d'horreur inimaginable. La puanteur s'est intensifiée et les policiers en ont rapidement découvert la source. Le corps mutilé de Bernice Warden était suspendu à l'envers dans le hangar. Elle avait été abattue, décapitée et éventrée comme un animal. La découverte du corps de Bernice Warden a envoyé des ondes de choc dans la petite ville de Plainfield. Mais les horreurs découvertes dans la ferme Gain étaient loin d'être terminées. Alors que les policiers poursuivaient leurs recherches, ils sont tombés sur une collection d'objets grotesques et macabres, chacun plus dérangeant que le précédent. Il est devenu clair qu'Ed Gain n'était pas seulement impliqué dans la disparition de Bernice Warden, mais qu'il cachait un sombre et tordu secret entre les murs de sa ferme isolée. La nouvelle des découvertes macabres s'est répandue comme une traînée de poudre, attirant une frénésie médiatique à Plainfield. Les journalistes et les curieux ont afflué vers la ville, désireux d'apercevoir la maison des horreurs et l'homme responsable des atrocités commises à l'intérieur. La communauté autrefois paisible et banale était désormais à jamais liée au nom d'Ed Gain, symbole de pure méchanceté et de dépravation.
Alors que la police s'enfonçait plus profondément dans la ferme, elle a découvert une collection horrifiante d'objets fabriqués à partir de restes humains. Chaque pièce trouvée racontait une histoire macabre de l'obsession de Gain pour la mort et la décomposition. Des crânes ornèrent les montants de lit, soigneusement disposés comme des trophées morbides, des abat-jours confectionnés à partir de peau humaine, projetant une lumière sinistre dans la pièce, et des bols faits de crânes humains n'étaient qu'une fraction des objets grotesques trouvés à l'intérieur. Ces artefacts témoignaient de l'horreur inimaginable qui se déroulait dans cette ferme isolée. C'était une scène sortie tout droit d'un cauchemar, un lieu où la réalité et la folie se confondaient. Un témoignage de la profondeur de la folie de Gain et de son esprit dérangé, et de l'étendue de sa dépravation. Les notes manuscrites trouvées sur place révélèrent des détails encore plus troublants de ses actes. Parmi les découvertes les plus troublantes figurait un costume de femme fait de peau humaine soigneusement cousue. Ce vêtement grotesque, conçu avec une précision macabre, ainsi qu'une ceinture faite de tétons féminins, montrait l'obsession de Gain pour la transformation de son propre corps, témoignait du désir tordu de Gain de devenir une femme. Il ne s'agissait pas seulement de déguisement, mais d'une tentative de métamorphose. Les enquêteurs pensèrent que Gain, poussé par son obsession pour sa mère et ses propres insécurités, poussé par son obsession pour sa mère, une figure dominante et omniprésente dans sa vie, et sa perception déformée des femmes, qu'il voyait à travers le prisme de sa relation toxique avec elle, cherchait à créer une effigie macabre de la forme féminine. Son atelier était un lieu de transformation sinistre. Il voulait porter la peau des femmes, s'immerger dans leur essence, ne faire littéralement qu'un avec elles, dans une tentative tordue de retrouver le sentiment de proximité qu'il avait avec sa mère. Cette fusion morbide était son ultime quête, dans une tentative tordue de retrouver le sentiment de proximité qu'il avait avec sa mère. Il cherchait désespérément à combler un vide émotionnel profond. Le nombre de restes humains trouvés dans la maison suggérait que Gain pillait des tombes depuis des années. Ses excursions nocturnes dans les cimetières locaux étaient méthodiques et planifiées. Il ciblait les femmes d'âge moyen qui lui rappelaient sa mère, déterrant leur corps avec une précision macabre et prélevant leur peau et leurs os pour ses créations grotesques. Chaque pièce était soigneusement sélectionnée pour ses projets morbides. Il a admis ses actes sans remords apparents, affirmant qu'il était contraint par des voix dans sa tête, des voix qui le hantaient jour et nuit, des voix qu'il croyait appartenir à sa mère décédée. Ces voix guidèrent ses actions, le poussant à commettre des actes inimaginables. La découverte du costume de femme de Gain et d'autres artefacts horribles a donné des frissons dans le dos même aux enquêteurs les plus endurcis. Ils n'avaient jamais vu une telle dépravation, a donné des frissons dans le dos même aux enquêteurs les plus endurcis. Leur visage reflétait l'horreur pure. Le niveau de savoir-faire affiché dans certains articles, en particulier le costume en peau, montrait une habileté sinistre. En particulier le costume en peau était à la fois impressionnant et profondément troublant. Chaque couture révélait une obsession pour le détail, était à la fois impressionnant et profondément troublant. Le soin apporté à chaque pièce montrait une dévotion malsaine à son art macabre. Cela laissait entrevoir un esprit méticuleux et méthodique à l'œuvre, un esprit qui trouvait une satisfaction perverse dans la création de ces objets, qui prenait un plaisir pervers à transformer des restes humains en objets de son propre désir tordu. Chaque création était une extension de ses fantasmes les plus sombres. Les objets n'étaient pas que des trophées. Ils étaient une manifestation physique des fantasmes les plus profonds et les plus sombres de Gain. Ils représentaient son monde intérieur. Ils étaient une manifestation physique des fantasmes les plus profonds et les plus sombres de Gain. Chaque pièce était une fenêtre sur son esprit dérangé, une preuve tangible de sa folie.